Thomas Pesquet, Étienne Klein, c'est vous qui avez écrit ce livre Éloge du déplacement publié chez Flammarion. Thomas, le 17 novembre 2016, le monde entier vous découvrait alors que vous vous envoliez pour la première fois vers la Station spatiale internationale à 400 km, où ça, au-dessus de nos têtes. Ça fait 7 ans que je m'entraîne. Maintenant qu'on m'a jamais été aussi près de la fusée, bizarrement, tout est franchement normal. Je n'ai pas encore réalisé, je pense qu'il va falloir vraiment attendre de s'asseoir dans la fusée et puis de sentir les vibrations du décollage, l'accélération qui va faire s'éloigner dans les îlots. En fait, on est en chute libre autour de la Terre. Donc on nous a lancé avec énormément de vitesse. On tourne autour de la Terre, mais en fait, on est en chute permanente. Je ne sais pas ce que pense Yael, mais c'est un peu embêtant pour pas dire un autre mot. Vous êtes intelligent, vous êtes allé dans l'espace, vous n'avez pas pris une ride en 10 ans. Qu'est-ce qui se passe, Thomas Pesquet, là? Non, c'est l'espace. Ouais. C'est l'espace qui doit rajeunir, j'espère, je ne sais pas. Mais non, ça me fait bizarre, même à moi, de revoir ces images. Je ne les ai pas revues souvent. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que cette aventure elle a commencé. On espère qu'elle va continuer aussi longtemps que possible. Vous vous souvenez de ce premier vol? Je m'en souviens très très bien. Évidemment, c'est comme le premier saut en parachute, c'est quand on se lance dans l'inconnu en fait. Le deuxième, il est beaucoup plus réfléchi. On est toujours très heureux d'y aller, mais on sait exactement quand ça va faire mal. On sait ce qui va être difficile. On sait un peu les sacrifices. La première fois, on ne sait pas. On y va un peu la fleur au fusil et puis on se prend tout un peu dans la figure au fur et à mesure qu'on avance. Mais de revoir ces images, ouais, ça me fait drôle. On voit le sourire que j'avais au début. J'étais tellement content d'arriver là que pendant les 48 premières heures, j'ai un grand sourire et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est au début de la mission. Ouais. Vous avez passé 196 jours à bord de la Station spatiale internationale. Vous avez dit que c'était devenu votre deuxième maison. Et encore aujourd'hui, vous cherchez systématiquement l'ISS. Comment on trouve l'ISS dans le ciel? Alors on peut avoir la chance de l'avoir passé, mais quand même il y a peu de chances de proportion. Mais il y a des applications comme pour tout le reste, sur son téléphone. On a sa localisation, on est prévenu quand il y a un passage à peu près visible. Et elle peut passer souvent en début de soirée ou en début de matinée, très tôt. Et on voit ce petit point qui passe, qui est assez visible nettement. Et on peut repérer ça dans le ciel assez facilement à l'œil nu. Lors de votre deuxième mission en 2021, vous avez endossé un véritable rôle de lanceur d'alerte en partageant sur les réseaux sociaux de nombreuses photos témoignant des effets du réchauffement climatique. Thomas, déforestation, pollution atmosphérique, incendies géants, ce sont vos missions dans l'espace qui ont fait naître chez vous cette passion de l'écologie ou cette conscience écologique, Thomas? Je pense que ça a amplifié des choses. Il n'y a pas d'épiphanie dans l'espace, comme parfois les gens se plaisent à le croire, mais c'est plutôt un peu une amplification. C'est en fait d'avoir ce recul qu'on peut prendre, de mettre la planète à notre échelle, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut percevoir avec ses sens, tous ces phénomènes qui d'habitude nous dépassent, que ce soit dans les échelles temporelles, dans les échelles géographiques. Et tout ça, on peut se permettre tout d'un coup de l'apprécier avec nos sens un peu animaux, plutôt que purement avec notre intellect. Et là, ça nous touche, ça change quelque chose parce qu'on est profondément humain. Donc c'est ça qui se passe. C'est des choses que moi, j'avais peut-être déjà une certaine appétence pour ça et ça a vraiment un peu décuplé ça. En revenant, je me suis dit, bon, il faut quand même partager au moins cette vision pour que peut-être les gens puissent avoir le même phénomène. Michel, vous avez suivi les missions de Thomas dans l'espace? Oui, j'ai suivi, et puis moi aussi, je suis un peu comme tous les gamins. Quand on est gamin, on veut tous partir dans l'espace. On veut être motard de la police ou cosmonaute ou astronaute. Mais non, ce que je trouve fascinant, alors Étienne disait que Thomas, lui, il allait dans la partie de l'atmosphère qui l'emmerde, mais en fait, Thomas et tous ceux qui l'ont précédé se rapprochent de l'inconnu, finalement. Ouais. Ils s'élèvent au-dessus de la Terre et ils se rapprochent de quoi? On ne sait pas. Mais probablement, peut-être, on l'imagine, d'autres vies extraterrestres. Et en fait, ils s'envolent pour nous. Ils se rapprochent, c'est lui qui se rapproche, eux qui se rapprochent le plus possible de ce qu'Étienne voudrait connaître, c'est-à-dire ce qu'il y a plus loin dans le vide. Et l'espace, c'est plus seulement un enjeu d'exploration scientifique, c'est aussi devenu un enjeu diplomatique, un enjeu militaire, parce que les tensions vont crescendo, vous allez voir. Et la preuve, c'est Emmanuel Macron qui inaugurait mercredi à Toulouse les locaux du commandement militaire de l'espace, et il lance cet avertissement, le président. Le premier élément de cette stratégie, c'est le spatial de défense. Et un élément de lucidité. Il faut se battre pour préserver ce bien précieux. En effet, l'espace n'est plus un sanctuaire, c'est devenu un champ de bataille. Dépendre d'une grande puissance tierce ou d'un quelconque mania du spatial est hors de question. Suivez mon regard.
Les guerres de l'espace, Emmanuel Macron, un avertissement et l'annonce d'une rallonge de près de 4 milliards d'euros pour le spatial militaire d'ici à 2030. Investir pour rester indépendant. On sait qu'il est très controversé, Elon Musk, aujourd'hui avec SpaceX. Est-ce qu'on peut faire sans lui ? Aujourd'hui, c'est difficile. Alors, ça dépend pour quelles applications, mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il domine les États-Unis avec lui, parce que tout ça, c'est fait sur de l'argent public de la NASA. Il ne faut pas imaginer que c'est Elon Musk tout seul qui a investi sa fortune. Ce n'est pas le cas. Il a mis de l'argent au début, évidemment, mais c'est quand même 20 milliards depuis 2002 de contrats de la NASA, que ce soit civil et aussi dans le militaire, pour développer cet acteur privé du spatial américain. Et aujourd'hui, il domine le marché de l'accès à l'orbite. Et ça, c'est important parce qu'on peut avoir les meilleurs satellites du monde si on n'est pas en capacité de les lancer, de les placer sur une orbite terrestre, on n'a pas voix au chapitre. Et c'est pour ça que des aventures européennes comme Ariane, qui a longtemps été dominante, qui est un peu en dedans ces derniers temps, revient avec Ariane 6. C'est important de soutenir ça et de continuer cette indépendance stratégique de l'Europe. En avril dernier, la chanteuse Katy Perry s'est envolée, regardez les images dans l'espace, avec 5 autres femmes à bord de la fusée Blue Origin, qui appartient à Jeff Bezos. Elle seule, elle a émis 15 tonnes de CO2, tout ça pour 11 minutes de vol, ce qui lui a valu devenir la risée des réseaux sociaux. Et à son retour, Thomas Pesquet, elle a déclaré qu'elle se sentait astronaute. Ça vous a fait sourire, faire la grimace ? Non, c'est vrai que le terme n'est pas très défini et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est un peu du domaine de si on monte dans un avion, est-ce qu'on est forcément pilote ? Non, on peut être passager aussi, mais tout ça n'est pas très grave. Est-ce que ça décrédibilise votre travail, celui de la recherche ? Non, je pense pas. Je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est vraiment qu'on ne fait pas du tout la même chose. Ça, c'est un grand vol parabolique de 7 minutes. Nous, on fait des missions de 400 jours dans un laboratoire de recherche. C'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est comme la différence entre, je sais pas, un saut à l'élastique et puis des missions de transport des pilotes de l'armée de l'air. C'est pas tout à fait la même limonade. Après, c'est vrai que nous, en Europe, on ne fait pas de tourisme spatial. Pour l'instant, c'est purement américain. Et nous, on essaie de réserver en fait ces activités-là pour des choses qui sont positives pour la société. Il ne faudrait pas que ça devienne un grand parc de milliardaires. Mais on ne pense pas que ce soit vraiment possible. En tout cas, en Europe, ça ne l'est pas. Aux États-Unis, pourquoi pas, mais on se rend compte que finalement, ce n'est pas un si grand marché que ça. Après, le seul petit truc, moi, qui m'a un peu dérangé là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même plein d'hommes qui l'ont fait avant, puis personne n'a trop rien dit. Et là, quand c'est 5 filles, on trouve que c'est un scandale. Et quelque part, je trouve qu'il y a un petit emballement. Non, mais c'est vrai. Il y a un petit emballement qui fait qu'elles ont pris quand même beaucoup de commentaires négatifs, alors que c'est loin d'être les premières à le faire. Thomas, Étienne, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la Lune. Des images qui nous émeuvent encore aujourd'hui. Thomas, vous n'étiez pas né en 1969. Étienne et Michel, vous aviez 11 ans. Vous vous souvenez encore de ces images ? Oui, bien sûr. J'étais avec mon père devant la télé en noir et blanc à l'époque de l'ORTF à regarder ça. C'est assez fascinant. Et quand on pense qu'il y a des complotistes qui disent que ça n'a pas eu lieu, ça me fascine toujours. Et il y a un homme autour de la table qui se prépare à aller sur la Lune. C'est Thomas Pesquet. C'est votre nouveau défi. Vous êtes prêt ? Alors non, on n'est pas prêt, mais on y travaille dur, effectivement, avec ce programme qui s'appelle Artemis. Artemis qui est la petite sœur d'Apollo, il n'y a pas de coïncidence. Et c'est vraiment le retour vers la Lune, mais d'une manière un peu plus durable, pour vraiment s'y installer un peu plus longtemps, pas juste poser un drapeau, dire qu'on a gagné la course et repartir, mais vraiment y faire une base de recherche, comme on peut en avoir dans des milieux extrêmes sur Terre, par exemple en Antarctique ou ailleurs, utiliser les propriétés de ce milieu très particulier pour avoir accès à des découvertes qu'on ne peut pas faire sur Terre. Et ça, il y a déjà eu un vol d'Artemis 1, on a testé le lanceur, la capsule, Artemis 2 qui va tirer en 2026 avec des collègues américains et canadiens, le tour de la Lune et le retour. Ensuite, Artemis 3, ce sera l'alunissage de ce programme Artemis et on espère bien avoir des Européens à bord. Ouais. La Lune est à 384 000 kilomètres. La phrase de Neil Armstrong, on la connaît tous, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Elle est restée dans l'histoire. Vous avez déjà préparé votre phrase, Thomas Pesquet ? Non, je n'ai pas préparé ma phrase. Vous n'êtes pas le premier. J'ai des amis qui me demandent. Non, je ne la dirai pas, mais je prends les suggestions. On peut m'envoyer les suggestions. Sur Paris est magique. Voilà, alors là, je me ferai des amis à Paris, mais peut-être pas à Marseille. Voilà. D'ailleurs, dans Éloge du dépassement, vous écrivez que la Lune est le seul endroit où l'homme
l'homme peut laisser une trace de son passage car il n'y a ni vent ni érosion. Les pas restent donc pour l'éternité. Etienne, si la Terre venait à disparaître, les extraterrestres du futur pourraient connaître notre existence grâce à la Lune. Même si la Terre disparaît pas, la Terre elle a une atmosphère, donc il y a de la pluie, du vent, il y a de l'érosion. Donc nos traces, si l'humanité disparaît, nos traces sur Terre, qui sont superficielles, finiront par disparaître également. Donc même si la Terre subsiste sur l'humanité, la seule façon de prouver que nous avons été sur Terre, c'est d'aller sur la Lune. Et d'y laisser des traces. Et d'y laisser des traces. Michel, vous n'êtes jamais allé dans l'espace, mais vous avez quand même éprouvé les sensations que c'était. Vous avez fait un vol 0G dans une simulation d'apesanteur dans un avion, on a les images. Donc on sent qu'il commence à mettre les gaz là. 5, 3, 2, 1. Oula. Et voilà, et là tout de suite, on est écrasé. Alors c'est une sensation qui n'est pas commune non plus parce que... Non, qui n'est pas très agréable. Je suis collé au fauteuil là. 30, 40. Donc, Et là, injection. Voilà, bienvenue dans l'espace. Oh, putain. Ça y est. Voilà, tu flottes. oh la Ça y est. vache. Du point de vue de tes sensations physiques, tu es un astronaute. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ça n'a pas l'air facile pour Non, vous. le pire, c'est les jets qu'on prend en montant. C'est terrible. On peut plus rien bouger. On peut pas bouger un doigt. J'avais fait un vol en Alpha Jet, c'était pareil. On peut pas bouger un petit doigt et tout. Le cerveau, il comprend pas ce qui lui arrive. Et Vous après... n'avez jamais détaché la ceinture de sécurité? Si. Après, là, on fait un premier vol, enfin une première montée pour s'habituer. Et après, on nous lâche, on nous met dans des grilles là à gauche avec les filets et tout, parce que sinon, on fait tout l'avion dans tous les sens et on peut se blesser. En plus, il y avait d'autres gens qui faisaient des études, enfin des tests, machin. Et c'est incroyable, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'on perd 1 à 2% de densité osseuse quand on est dans la pesanteur. Et j'ai appris aussi que dans l'espace, on grandissait de 4 cm, Thomas? Ça peut arriver jusqu'à 4 cm. En fait, c'est tout bête. Hein. C'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Il s'allonge parce qu'il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de compression dessus, évidemment. les Et jambes. même sur Terre, le matin, quand on se lève, on est peut-être 1 centimètre plus grand que le soir quand on se couche et qu'on a été tassé par toute la journée. C'est le meilleur traitement de la hernie discale. Vous avez une hernie Et sur discale, vous Terre, partez dans sur Terre, l'espace. vous rétrécissez? Sur Terre, on rétrécit. On rétrécit sur Terre. Quand on rentre sur Terre, on rétrécit immédiatement. Malheureusement, ma carrière de basketteur sans... Et juste une question, franchement, tous les deux, vous dites pas la vérité, vous n'avez pas vomi après ou pendant? Alors, Non, on prend un petit médicament qui a un nom que j'ai oublié. on prend un gros médicament, Mais ouais. pas- Mais oui, moi, parce que je suis très très sensible à ça. Moi, ça m'a pas mal. Et ils m'ont fait une injection sous-cutanée pour que je tienne. Parce que, d'ailleurs, t'as pas jamais eu le mal de nausée, jamais eu de problème? Il y a des astronautes ou des cosmonautes qui ont arrêté leur mission, enfin, qui n'ont rien foutu de la mission parce que dès le départ, ils étaient... Thomas, il bloqués. faut que tu fasses du théâtre. Merci Thomas Pesquet et Etienne Klein.